Bonjour, dans le premier épisode de Lumière Noire, nous allons mettre en lumière l'article qu'ont fait Libération et Check News sur Hold Up, le documentaire sensation qui a été banni de différentes plateformes financé par Tipeee par un ancien réalisateur pour le service public, un ancien qui a travaillé sur France 2, notamment sur Enquête spéciale. Donc comme dit dans le premier podcast de la galette des rois, je vais vous montrer pourquoi il est plus intéressant d'aller pêcher soi-même plutôt que de prendre le poisson qu'on nous a déjà donné. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce documentaire, beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses intéressantes dedans. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées et malheureusement, on va dire que le fait d'avoir mélangé un peu tout et n'importe quoi dans ce documentaire nuit à justement ces questions intéressantes qu'on pourrait soulever, qu'on est en droit de soulever, au vu de ce qu'on nous impose aujourd'hui. Nous allons commencer donc par décortiquer un peu cet article. Je vais vous présenter quelques sources, je vais vous pré-mâcher le travail, parce que ce sera à vous de faire le vrai travail, le gros du travail, la recherche, le questionnement, vous poser des questions. Je vais venir juste soulever des questions. Il se peut que vous en ayez plus après cette vidéo qu'avant. Je suis pas là pour vous amener des réponses justement. Je suis là pour vous pousser à avoir un esprit plus critique. Parce que c'est aujourd'hui ce qui selon moi manque énormément. Donc Covid-19, 10 contre-vérités véhiculées par Hold Up. Donc l'équipe de Check News de Libération a passé au crible minute par minute les affirmations des nombreux intervenants du documentaire qui dénoncent une manipulation mondiale sur le Covid-19. Donc déjà, il y a des choses intéressantes à dire dans le chapeau d'introduction. L'idée générale du documentaire Hold Up, qui agite Internet depuis quelques jours, selon laquelle la pandémie de Covid-19 servirait un dessein caché, et assez fumeux, des autorités, ne relève pas de la critique factuelle. Alors on va revenir sur certains points chez eux. Eux aussi, ils font une critique qui n'est pas factuelle. Souvent, même, ils tapent à côté de la plaque. C'est pour vous dire, il y a énormément de choses à dénoncer dedans, et pourtant ils arrivent à taper à côté. Le propre des discours conspirationnistes ne s'appuyant sur aucun élément tangible étant qu'il échappe au fact-checking. Pour autant, tout au long de ces 2h43, le docu distille dans la bouche de ses nombreux intervenants quantité d'informations erronées, trompeuses, qui, elles, peuvent être aisément infirmées. Florilège non exhaustif. Donc il y a des informations qui sont aussi erronées, trompeuses chez Libération et chez Fact News. Chez Check News. Donc, on va commencer par le premier point. L'OMS ne préconise pas le port du masque pour le grand public. Donc, à ce moment-là, il cite le documentaire. La France n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque, affirme Astrid Struckelberger. Autant pour moi, si j'écorche le nom, c'est Stuckelberger, docteur en médecine et professeur universitaire. Les recommandations, dont la dernière version date du 20 octobre, sont pourtant claires. Si le Covid-19 se propage dans votre communauté, protégez-vous en prenant quelques précautions simples, comme maintenir une distance physique avec autrui, porter un masque, bien ventiler les pièces, considérez le port du masque comme normal lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Et de préconiser le port du masque en tissu en population générale et le masque chirurgical pour les personnes à risque, blablabla. Alors, cette nouvelle préconisation, donc voilà la page sur le site de l'OMS. Donc là, on voit que c'est vrai. La citation est vraie. Par contre, ce qui est de mauvaise foi, c'est de venir parler de cette mise à jour du 20 octobre sans soulever que l'OMS, au 29 février 2020, recommandation actualisée de l'OMS concernant le trafic international en rapport avec la flambée épidémique de Covid-19. C'est sur leur site. Il vous suffit de descendre un peu sur la page et qu'est-ce que vous trouvez ? Il n'y a pas lieu de porter un masque médical en l'absence de symptômes,
car rien n'indique que le port d'un masque de quelque type que ce soit protège ceux qui ne sont pas malades. L'usage veut toutefois que le masque soit couramment utilisé dans certains contextes culturels. En cas d'utilisation, il est essentiel de suivre les meilleures pratiques pour le fixer, l'enlever et le jeter, et de se laver les mains après l'usage. Donc, l'OMS a bien tenu ce discours pendant pas mal de temps. Il y a eu une mise à jour du 20 octobre, qui est relativement récente, où ils ont remis ça au goût du jour en disant que aussi il fallait porter les masques. Ensuite, point numéro 2. Un point assez intéressant. Le confinement n'a servi à rien. C'est une des thèses martelées tout au long du documentaire. Le confinement, en plus d'être liberticide, est inutile sur le plan sanitaire. Les auteurs en ont la preuve, courbe de mortalité de l'INSEE à l'appui, le virus a particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. Note la voix off. C'est effectivement après l'entrée en vigueur du confinement le 17 mars que le pic de mortalité est apparu. Ce qui, sauf à ne pas comprendre la dynamique d'une épidémie, ne prouve pas que le confinement n'a servi à rien, car les décès interviennent en moyenne 3 semaines après la contamination. Il est donc logique que le pic de nombre de morts apparu à la fin de la première semaine d'avril ait eu lieu 3 semaines après l'instauration du confinement qui correspondait lui au pic des contaminations. L'exemple qui est souvent cité, c'est l'exemple de la Suède. L'exemple de la Suède qui n'a pas confiné, elle, contrairement à la France, et qui a des résultats à peu près similaires en réalité à nous avec un confinement. J'en tiens pour preuve les chiffres de Worldometer. Il y a des jolies courbes et des jolies fonctionnalités dessus. Voilà la courbe du nombre de morts en France, du Covid-19 du début de l'épidémie jusqu'à maintenant. Si on va sur quelque chose de logarithmique, on voit que aux alentours de fin avril, à la fin du pic, en réalité, ça s'est stabilisé. Et puis, sur une vision épidémiologique, on est sur quelque chose d'assez stable. Si on regarde pour la Suède, on a quelque chose d'assez similaire, avec un léger retard. Donc là, vous pourrez me dire, oui, on peut parler des chiffres. Alors, je vais prendre pour référence le 1er octobre. Vous comprendrez par la suite pourquoi le 1er octobre. 5854 morts en Suède du Covid-19 au 1er octobre. Et pour la France, 32 019. Donc là, vous me direz, oui, mais il y a plus de morts en France, etc. Bon, les populations ne sont pas forcément équivalentes. En France, on est à 66 990 000 à peu près habitants, tandis qu'en Suède, ils sont à un peu moins de 11 millions. À 10, beaucoup moins, ils sont à entre 10,23 et 10,90 millions d'habitants. Donc si on rapporte le nombre de morts par rapport aux habitants, on arrive sur 0,048% de morts en France et 0,057% de morts en Suède. Vous me direz, oui, la France a quand même sauvé quelques personnes. Eh bien là, je vous dirais que si on rapporte les 0,057% de la population française et par une soustraction, une simple soustraction, on aurait sauvé 6165 Français. Environ 6165 Français avec ce confinement. Au vu des retombées économiques, je suis pas sûr que ça soit vraiment intéressant. Après, c'est à vous de le voir, c'est à vous de juger. Et encore, c'est une vue de l'esprit. Mais si on regarde au niveau de la pyramide des âges, en fait, en réalité, si on regarde au niveau des chiffres, on arrive sur quelque chose d'assez similaire. Mais la Suède, elle, n'a pas confiné. Libération enchaîne dessus. La Suède n'a pas confiné et compte beaucoup moins de morts que nous. Quant à la Suède, qui n'a pas confiné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Explique la voix off, soucieuse de souligner en termes de décès la différence entre la France et ce pays scandinave, et de montrer une infographie selon laquelle la Suède a connu un pic
de 100 à 111 morts au printemps, tandis que la France affichait un sommet à 1438 morts au 15 avril, problème, le pic français, blablabla. Il nous parle des morts dans les EHPAD, etc. Et si vous regardez, il n'est question que de pics. Moi, j'ai regardé par rapport au total de morts. Il n'est pas question de pic. Je vois pas en quoi. C'est intéressant de regarder le pic, parce que si le pic c'est 1438 et qu'en fait il n'y a que 1438 et qu'en face le pic c'est 111 et qu'il y a eu 10 millions de morts, on s'en fout en fait du pic de mortalité. Ce qu'il faut regarder, c'est le résultat, à la fin, à l'arrivée, les chiffres. Et là, sur la fin de ce paragraphe, on arrive sur par ailleurs, dire que la Suède n'a pas confiné, c'est aller un peu vite en besogne. Certes, le pays n'a pas connu de confinement strict comme la plupart des pays européens, mais sa population a d'elle-même réduit, sur recommandation du gouvernement, une grande partie de ses interactions sociales. Par ailleurs, lors de la première vague, les lycées et les facs ont été fermés, et le rassemblement de plus de 50 personnes, tout comme les visites dans les maisons de retraite, étaient interdits. Alors, pour rappel, le confinement en France, c'était ça. Et à titre de comparaison, en Suède, c'était... Alors là, je vais vous montrer des images, hein, c'est de CNBC. Donc là, vous avez une image de Stockholm le 21 avril 2020. Là, vous avez encore une fois Stockholm le 20 avril 2020. Et si vous avez des vidéos pour alimenter la chose, pour nous montrer, parce qu'il y avait eu certains reportages qui avaient utilisé des images justement de Stockholm à l'époque, bon, je les ai pas retrouvées. Bah, entre guillemets, c'est votre devoir maison. Voilà, vous voulez vous montrer utile à vous-même, bah, recherchez ces images. Me faites pas confiance. Voilà, je vous dirais, mais remettez en question tout ce que je dis, hein. C'est ce qui est vraiment ce qu'on dénonçait justement dans le premier podcast, c'était le fait que les gens avaient tendance à faire beaucoup trop confiance à ceux qui faisaient du débunkage, etc. Alors là, je vous apporte quelques théories, je montre qu'il y a quand même eu des procédés fallacieux, mais mon intention, c'est pas de vous convaincre que j'ai raison, que ma vision est la bonne, parce que d'ailleurs, après, je vais soulever des questions. Là, pour l'instant, c'est que pour moi, tout le procédé qui est utilisé est fallacieux, et c'est pas du journalisme, c'est pas du journalisme de qualité. Alors là, on arrive sur la 4, bon, la délation rémunérée des médecins. Pour moi, je vais pas m'étendre dessus. J'ai aucune preuve que la délation par des médecins rémunérés est factuelle. Donc pour moi, bah là, ils ont raison. Voilà, sur ce point-là, ils ont raison. Moi, je vais pas les contredire. Après, si vous avez des preuves ou si vous avez quelque chose, enfin, faites vos recherches de votre côté, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, moi j'en sais rien. Mais moi, de mon côté, j'ai rien trouvé. L'OMS interdit les autopsies, donc pareil sur ça, comme surligné là sur l'article, l'OMS appelait à certaines précautions, etc. Bon, ça passons, ils ont raison. On nous prévoyait 5000 morts au Royaume-Uni. Surfons sur l'idée que les autorités ont voulu générer la peur, l'infectiologue Christian Perron raille le plus grand canular de l'épidémie, la projection de Neil Ferguson de 500 000 morts au Royaume-Uni. La modélisation de l'épidémiologiste star de l'Imperial College of London ont bien pesé dans les décisions des États européens, y compris en France, de prendre des mesures sévères pour endiguer l'épidémie, mais l'argument selon lequel la projection s'est révélée fausse parce que le Royaume-Uni n'a pas connu l'hécatombe annoncée est absurde. La modélisation entendait évaluer les risques encourus si aucune mesure n'était prise contre l'épidémie. Alors là, je reviendrai sur les chiffres que je vous ai avancés tout à l'heure. On voit bien qu'il n'y a eu aucune différence, en réalité, significative, entre la France et la Suède par rapport à la mortalité. La Suède a pris quelques mesures, mais c'était des mesurettes, comparé à la France, qui, elle,
a été tyrannique. Hein. On a un gouvernement qui a été tyrannique sur l'application de ces mesures sanitaires. Et bien là, on voit que si aucune mesure n'était prise contre l'épidémie, en réalité, est-ce que ces mesures ont été justes? Est-ce qu'elles ont réellement eu un impact? Ça, c'est une vraie question. Mais ils viennent justement derrière. Certes, on ne saura jamais ce qu'il serait advenu si le confinement n'avait pas été décrété. Mais c'est pour éviter qu'il y ait 500 000 morts qu'il a été décidé. Est-ce que ces mesures ont eu un réel impact? Et maintenant, c'est à vous de vous faire votre idée, de faire vos recherches de votre côté pour y répondre. Moi, j'ai pas envie de m'étaler sur la question. Pour moi, c'est une question en suspens. Peut-être que vous avez une réponse de votre côté. Si c'est le cas, enfin, je vous invite à commenter la vidéo et à partager vos sources avec moi pour en discuter. Mais pour moi, c'est une question en suspens. Et c'est pas la seule. On arrive sur Laurent Toubiana a prédit la fin de l'épidémie. J'ai pu donner le moment où l'épidémie allait atteindre son pic, j'ai pu donner aussi le moment où elle allait atteindre la fin, je l'ai écrit, je n'ai pas lu cela dans une boule de cristal. Je l'ai déduit de mes connaissances de la maladie, fanfaronne l'épidémiologiste Laurent Toubiana. Dans un texte écrit le 11 mars, le chercheur de l'INSERM explique: il est très possible d'espérer que l'épidémie atteigne son pic en Europe avant la fin mars et avant une fin de l'épidémie vers fin avril. Si le pic de l'épidémie en France, par exemple, a bien été atteint début avril, la fin, elle, se fait encore attendre. Là, on va commencer à émettre des doutes par rapport à ça. La fin, elle se fait encore attendre. C'est ici où je me mouille le plus. Parce que je vais soulever des questions, je vais faire des corrélations. Par contre, je ne vais pas vous apporter de réponse. Donc, on voit bien ici que le nombre de morts en France a chuté. On est d'accord pour dire que le nombre de morts en France a chuté. Il y a quelque chose de très important à regarder, c'est la tendance, la tendance et les périodes où les gens décèdent en France. On a des informations, on a des sources pour ça, et c'est l'INSEE qui nous les fournit. Donc là, vous voyez, on a le nombre de morts en France depuis 2014, enfin à partir de 2014, Mayotte incluse, pardon. Donc, vous voyez, mois par mois, on a le nombre de décès qu'il y a eu. Donc je me suis amusé à calculer le nombre de morts en France de 2015 à 2020 en m'arrêtant au 1er octobre, donc c'est-à-dire de janvier à septembre. Donc en 2015, on avait 446 255 morts. En 2016, 436 403 morts. En 2017, 447 874 morts. En 2018, 456 934 morts. En 2019, 407 150 morts. Et en 2020, 479 800 morts. Donc est-ce qu'on a on peut constater une grosse surmortalité si on regarde les chiffres de 2018. En comparaison de 2018, on a moins de 20 000 morts d'écart. Si on regarde en 2017, on a un peu plus de 20 000, on a 30 000 morts d'écart. Ce qui correspondrait à peu près au nombre de morts du Covid. J'ai aussi cette courbe-là. Alors, elle est chargée, il y a beaucoup d'informations dessus. C'est une courbe qui a été faite justement à partir des chiffres de l'INSEE. Par rapport au nombre de morts, semaine par semaine, à partir de l'année 2010. Là, ce que vous voyez en rouge, c'est le pic du coronavirus. Et vous avez une courbe qui est très intéressante, c'est celle de la grippe de Hong Kong, que vous retrouvez en décembre 69 et en janvier 70. Et elle est tout à fait comparable à celle du Covid-19. Donc, ce virus est arrivé en France.
a fait les morts qu'il devait faire, a pris les plus fragiles, et comme beaucoup de virus de type coronavirus, comme beaucoup de coronavirus et comme beaucoup de grippe, quand on a une nouvelle souche virulente qui arrive, au bout d'un certain nombre de contaminations, elle mute et elle finit par devenir beaucoup moins virulente. Il y a aussi un phénomène d'immunité de groupe. Maintenant, si vous regardez, le nombre de morts en France baisse pendant l'été pour remonter sur la fin de l'année et revenir sur les pics durant l'hiver. Donc c'est la période où les gens meurent. C'est là où on a généralement des épidémies. Après, pendant l'été, quand on a des pics de mort, comme vous le voyez ici, ce sont des canicules. Notamment celle de 2003 qui avait fait un massacre. Maintenant, en vient le fait qu'on a eu des gens qui ont eu le coronavirus, qui en ont guéri, il y en a d'autres qui sont morts, il y en a qui l'ont encore, et on a aussi des porteurs sains. Vient la question des tests. Daily cases. Pour la France, sur les cas qui ont été détectés. Et pourquoi, soi-disant, cette courbe peut vous sembler alarmiste et vous faire en train de vous dire que la seconde vague va faire un carnage, déjà si seconde vague il y a. Donc, il y a un fait tout simple. Et j'ai une courbe pour vous le démontrer. Et cette courbe, elle vient. Donc cette courbe, c'est celle-là. Covid-19, entre le 12 et le 18 octobre 2020, plus de la moitié des tests, patati patata. Non, l'article en soi, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette courbe. Et cette courbe, elle vous montre quoi? Elle vous montre le nombre de tests quotidiens qui ont été faits en France. Donc vous voyez que pendant la dite première vague, vous avez eu, dans les meilleurs jours, un peu plus de 50 000 tests qui ont été faits en France. Vous voyez qu'à partir déjà de juillet, on a commencé à constater une augmentation. Et dans la dernière quinzaine de septembre, on a commencé à avoir des tests à la hauteur de, même sur la première quinzaine d'octobre, on est monté jusqu'à 250 000 tests. Même 300 000 tests par jour. 300 000 tests par jour, c'est 6 fois plus que pendant la première vague. Donc là, j'ai envie de vous dire aussi, on trouve ce qu'on cherche. Il n'y avait pas assez de tests, ça avait été contesté énormément à l'époque. Et aujourd'hui, on teste normalement, donc on trouve des chiffres exorbitants par rapport à la première vague. Mais est-ce pour autant qu'on peut décréter qu'il y a une seconde vague? Voilà. Alors, il y a un article de Ouest France, qui nous en apprend un peu plus. Qui nous parle de la fiabilité des tests PCR qui sont utilisés en masse. Donc, dans ce paragraphe, on nous dit, comme l'explique Lionel Barren, président du syndicat des jeunes biologistes médicaux, les tests PCR sont très précis. Et ce qui est sûr, c'est que si un test est positif, dans tous les cas, c'est du Covid. Et c'est très rare les faux positifs. Alors, on peut en parler. Tout à l'heure, Elon Musk a publié un tweet où il avait dit qu'il avait fait 4 tests coup sur coup et que 2 étaient positifs, 2 étaient négatifs. Je prends pas la parole d'Elon Musk pour évangile, mais lui-même, ça avait l'air de le troubler. Donc apparemment, on serait dans l'ordre de 70% de fiabilité. Donc ça fait quand même 30% de cas où on peut avoir des faux négatifs ou des faux positifs. Ensuite, le test fait donc la différence entre toutes les sortes de coronavirus et ne recherche que le Covid, contrairement à ce qu'affirment certaines personnes sur les réseaux sociaux. En revanche, comme l'indiquent des experts américains dans le New York Times, les tests standards diagnostiquent comme positifs un grand nombre de personnes qui pourraient porter des quantités insignifiantes de virus. Hop. On revient sur notre article. Avec le Rivotril, l'État organise l'euthanasie des seniors. C'est Serge Rader,
pharmacien et figure du mouvement anti-vaccin, qui l'affirme à propos des personnes âgées en EHPAD. On leur a préparé la seringue de Rivotril avec un arrêté à la clé pour les achever complètement. L'affirmation fait écho à une intox largement relayée depuis des mois. Alors, qui l'a relayé ? C'était sur Twitter, c'était Meyer Habib, député français. Alors, c'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie, que ça soit pour sa ligne politique ou sa façon de faire, mais il souligne: on donne le permis légal d'euthanasie en France, décret du 28 mars, le Rivotril, passeport pour la mort douce, est en prescription libre pour 15 jours. Hashtag Covid-19, c'est moralement insoutenable, même pour soulager la souffrance. La vie, c'est l'espoir. Il y a eu bien évidemment un décret, donc je vous le mettrai en description, et qui nous met bien, par dérogation à l'article blablabla du Code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique et Rivotril sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation jusqu'au 15 avril 2020 par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints du virus SARS-CoV-2. Important. Notez-le, ce sont les patients qui sont atteints du SARS-CoV-2, dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention prescription hors AMM dans le cadre du Covid-19. Donc, le Rivotril, très intéressant. Si on regarde ce médicament, au niveau des contre-indications, on nous met bien que ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants. Insuffisance respiratoire grave, qui est l'un des symptômes aigus qui caractérisent le Covid-19. Autre chose, on ajoute une adaptation de la posologie peut être nécessaire chez les personnes âgées. Donc, dans quel dosage le Rivotril a été utilisé, et surtout, pourquoi sur des patients du Covid-19, quelles sont les possibles complications qu'ils peuvent avoir en le prenant si, justement, ils sont dans une situation d'insuffisance respiratoire grave. Si pour moi, c'est pas de l'euthanasie déguisée, on est en droit de se poser la question. Autre fait, lorsqu'on avait les services de réanimation qui étaient saturés, les médecins étaient dans une situation où ils devaient choisir qui ils allaient tuer. Ces gens-là sont morts parce qu'on manquait de lits en réanimation. Véran nous a fait tout un tatouage en disant qu'on était prêt pour une seconde vague. Aujourd'hui, comme tous les ans, les services de réanimation sont surchargés. Ce n'est pas nouveau, c'est un phénomène qui dure depuis pas mal de temps. On voit énormément les hospitaliers, le personnel hospitalier manifester et se plaindre de ne pas avoir assez de moyens. Et le nombre de lits en réanimation fait partie de leur demande. Est-ce que la priorité c'était de confiner ou ce n'était pas d'ouvrir des lits en réanimation ? Je le demande. Donc ensuite, là on va passer sur la phase un peu complotiste. Alors là je vais complètement soulever la question parce que j'en ai foutrement aucune idée. Je suis pas expert en la matière, mais j'ai quelques pistes à creuser qui seront peut-être infertiles. Donc, l'Institut Pasteur a créé le virus. Jean-Bernard Fourtillan, connu pour avoir récemment mené un essai clinique sauvage sur plus de 350 malades, qui affirmerait que, soi-disant, il y aurait un brevet qui aurait été fait pour breveter le virus. Et donc, quoi qu'il en soit, on n'invente pas un virus, comme l'explique Olivier Schwartz. Là, je vais vous amener quelque chose qui possiblement pourrait mettre cette affirmation en question. Directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Ajoutant qu'il existe des centaines, voire des milliers de brevets de ce genre chaque année, le 2 novembre, le tribunal correctionnel de Senlis a d'ailleurs condamné pour diffamation un homme qui avait diffusé les mêmes accusations contre l'Institut Pasteur. Il a écopé d'une amende de 5 000 € avec sursis et 1 € de dommages et intérêts. Alors déjà, qu'il ait été condamné en diffamation, il est venu avec un bout de papier, il a dit que c'était l'Institut Pasteur. Soulever la question de savoir si le virus a été fait en laboratoire,
c'est totalement légitime. Maintenant, porter des accusations sur l'Institut Pasteur sans avoir des preuves solides derrière, c'est normal qu'il se soit fait ramener le cul. On prend des précautions oratoires quand on touche à ce genre de sujet, parce que c'est quand même assez grave comme accusation. Li Mengyan, qui affirme que le Covid vient d'un laboratoire de Wuhan. Alors, c'est une virologue chinoise, et elle est venue avec quelques papiers, et Check News avait pointé du doigt le fait qu'elle était proche de Trump. Donc bon, je rappelle que elle est entre guillemets sous protection de Trump parce qu'elle a demandé l'asile. Apparemment, elle aurait demandé l'asile aux États-Unis. Enfin bref, ça on s'en fout parce que c'est des histoires de possibles conflits d'intérêts. Mais il y a autre chose de plus intéressant, c'est qu'elle est venue avec un document. Et donc à ce moment-là, si on veut vraiment se pencher sur les faits, on regarde ce document. C'est pour ça que je vous dis que moi, je vous apporterai pas de réponse là-dessus, parce que je ne suis pas compétent dans le domaine. Mais ça vaut le coup d'être regardé pour ceux qui comprennent, et d'y réfléchir, de voir comment est-ce que c'est possible. Dans ce document, les scientifiques affirment que le virus présente des caractéristiques biologiques incompatibles avec un virus zonique naturel. Déjà, je bite rien. En d'autres termes, il leur paraît impossible que le virus ait été transmis à l'homme par des animaux. En outre, en nous appuyant sur les preuves, écrivent les auteurs, nous constatons une voie synthétique pour le SRAS-CoV-2, démontrant que les créations au laboratoire de ce coronavirus est faisable et peut être accomplie en environ 6 mois. Les scientifiques assurent en conclusion qu'un second rapport accompagnera prochainement celui-ci pour apporter des preuves supplémentaires. Alors, ce rapport, je ne l'ai pas trouvé, donc je pense qu'il n'est pas encore sorti, le deuxième. Par contre, le premier, il est disponible, je vous le mets en description. Et justement, dans le documentaire, alors ouais, il me semble que c'est du séquençage. C'est le séquençage de je ne sais quoi. Et dans le documentaire, le truc qui avait été présenté, voilà, bon, la structure de ce bordel, qui nous casse les couilles depuis tant de temps. Voilà. Et dans le documentaire, la chose qui nous est présentée, c'est ce tableau. On peut se poser la question, y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, moi je suis pas compétent. Maintenant, je pense que actuellement, c'est pas intéressant de savoir si ça a été produit en laboratoire. Je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel c'est d'essayer de sortir de cette crise. Par contre, demain, ce sera peut-être intéressant de savoir si ça sort d'un laboratoire quand il faudra demander des comptes. Voilà. Et enfin, on arrive sur le 10e. Le test Covid existe déjà depuis 2015. Alors ça, pareil, ça te parle de brevets, etc. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je pense que c'est pas intéressant de creuser à ce niveau-là. Alors voilà, j'ai fait du fact-checking et j'ai utilisé un peu mon esprit critique pour remettre en question cet article, pour savoir est-ce qu'il était vraiment judicieux de le tourner ainsi. Parce que là, c'est clairement un pamphlet contre le documentaire qui soulève des bonnes questions. Moi, je l'ai vu, il y a des bonnes questions qui sont soulevées. Il y a des personnes crédibles. Je dis pas que je dis pas elles sont lisses. Je sais pas, je n'ai pas forcément cherché leur background. C'était peut-être le devoir de Libération de chercher leur background s'ils voulaient vraiment démonter totalement le propos du documentaire. Mais c'est qu'ils ont été chercher à contester des choses qui étaient questionnables. Et même, souvent, ils ont utilisé des principes fallacieux pour esquiver certaines questions. Et de l'autre côté, ils ont tapé sur des trucs sur lesquels c'était assez facile de taper. L'accusation de complotisme, comme on le disait dans La Galette des Rois, ferme tout débat, ferme tout questionnement. À partir du moment où on prend une position morale supérieure d'anticonspirationniste et qu'on accuse la personne en face d'être conspirationniste, on invalide la totalité de son propos. Même si 80... Je dis pas que c'est le cas là, mais même si 99% du propos est correct, le 1% qui reste, qui est défaillant, ils vont appuyer dessus. L'anticonspirationnisme est aussi idiote et empêchant tout esprit critique comme le conspirationniste. Ils se mettent dans des positions morales supérieures. Ils partent d'une supériorité morale en fait pour vous intimer de vous taire.
C'est-à-dire que d'un côté, ça va être ah oui, mais t'es un débile, tu poses trop de questions, quelque part. Tu te poses trop de questions, tu ne fais pas confiance à des gens qui représentent nos élites, alors que, bon, je veux dire que de Ligonnès, ça a été un magnifique hoax qui a montré qu'on pouvait remettre en question les journalistes qui se pressent tous à retransmettre les dépêches de l'AFP sans jamais utiliser de leur esprit critique. Comme mot de la fin, j'aimerais revenir sur cette question de seconde vague. On sait donc que les tests ne sont pas totalement fiables et qu'en plus, ils ne déterminent pas des cas critiques ou même vraiment concrets de coronavirus. Avec une dose infime de Covid, nous rentrons dans les chiffres. Maintenant, la question se pose par rapport à la mortalité. Parce qu'on a eu sur la fin sur le début de l'année, on a eu très peu de morts de la grippe par rapport aux années dernières. Donc, est-ce que les gens qui étaient atteints de grippe, qui devaient mourir de la grippe, de par leur comorbidité avec le Covid, sont rentrés dans les chiffres du Covid? C'est une question. Est-ce que ce n'est pas le cas actuellement? Mourir de quelque chose, d'une comorbidité et avoir des traces infimes du Covid, est-ce que ça ne nous fait pas rentrer dans les chiffres de morts du Covid? Pour ce qui est du documentaire Hold Up, il y a énormément de conneries et d'intervenants bizarres dedans. Il y a aussi des affirmations et des questions qui sont soulevées qui sont intéressantes. Comme pour tout, comme pour Libération ou comme pour ce documentaire, il faut toujours regarder ce genre de contenu avec un esprit critique, être prêt à le remettre en question, prendre les données, se demander est-ce qu'on peut y croire, est-ce que c'est crédible, etc., etc. C'est pas à moi de faire le travail pour vous et c'est pas à Libération non plus de faire le travail pour vous. Et c'est pas à Hold Up non plus de faire le travail pour vous. Eux, ils emmènent des données, vous les analysez, vous vous posez les questions, vous faites vos idées, vous débattez avec des personnes qui se posent les questions, peut-être qu'ils vous amèneront des nouveaux éléments qui vous font vous remettre en question. C'est comme ça que fonctionne l'esprit critique, qui aujourd'hui est de plus en plus absent. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à le liker, à le partager, à vous abonner à la chaîne, et on se dit à une prochaine pour une lumière noire qui mettra en lumière un autre sujet d'actualité.